Notre association, Dhimmi Watch, l'Observatoire international de la dhimitude, veut défendre la liberté de conscience, avertir que ce refus de la culture française, que je signalais dans les écoles il y a quelques instants, ce refus de la légitimité de la France est distillé par les militants de l'islam politique avec une stratégie parfaitement déterminée. Aujourd'hui encore, dans des pays vivant sous la charia, les apostats, les athées, les homosexuels sont tués. Les non-musulmans sont harcelés, persécutés, discriminés et souvent tués aussi. Ce que nous allons voir ce soir, c'est comment l'Europe, et la France en particulier, la France, comment elle est devenue un terrain de conquête des djihadistes. La dhimitude est une forme de racisme, l'une des plus importantes actuellement dans le monde. Et nous, dans notre association, qui est encore récente, nous invitons toutes celles et tous ceux qui veulent défendre les droits humains, qui veulent défendre la laïcité, qui veulent défendre la liberté de conscience, à combattre cet islam politique. Mais pour combattre, il faut connaître ceux qui nous agressent, ceux qui s'en prennent à la liberté de conscience. Et ce soir, nous accueillerons donc Florence Bergeaud-Blaclair et Céline Pina, et nous avons le plaisir d'un invité surprise, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore vu se connecter, un ami de Dhimmi Watch qui nous fera le plaisir d'une brève intervention tout à l'heure, Alexandre Delval. Je vais maintenant donner la parole à Sonia Zadig, qui, j'ai le plaisir de le dire à chaque fois, est membre du bureau de Dhimmi Watch et qui va maintenant vous présenter les deux intervenantes. Sonia, tu as le micro. Bonsoir. Donc, nous avons Florence Bergeaud-Blaclair ce soir et Céline Pina. Je vais présenter donc assez rapidement Florence Bergeaud-Blaclair, qui est chargée de recherche en CNRS au groupe Société, Religion, Laïcité. Elle est titulaire d'un doctorat en anthropologie et spécialisée dans l'étude des normativités islamiques en contexte séculier. Elle s'inspire notamment de la sociologie pragmatique et de l'économie des conventions pour analyser les relations entre économie, religion et politique dans un monde globalisé. La synthèse de ces réflexions se trouve dans ce livre que nous avons donc l'honneur de l'avoir ce soir pour nous en parler en direct. Et la synthèse de ces réflexions se trouve donc, disais-je, dans ce livre sur les frères musulmans en Europe et leur idéologie qu'elle appelle frérisme, et elle propose dans le frérisme et ses réseaux, dans ce livre, d'articuler les trois dimensions fondamentales du frérisme, la vision, l'identité et le plan. Elle définit en deux mots le frérisme comme une forme particulière d'islamisme né dans les années 60, hors du monde musulman, qui vit de et dans la mondialisation. Son but, dit-elle, est la transformation de la société mondiale, moins par le politique que par la culture, l'économique et le social. Le frérisme n'est pas un courant théologique, ni une école juridique, c'est un mouvement qui se donne pour mission d'organiser et de conduire la marche de tous les musulmans du monde vers un même objectif, le califat, en termes modernes, la société islamique mondiale. Je passe maintenant à Céline Pina, que nous avons aussi l'honneur d'avoir aujourd'hui et qui sera la discutante de Florence. Donc Céline, après un diplôme en sciences politiques et un diplôme d'études approfondies d'administration publique à l'Institut d'études politiques de Grenoble, vous partez à Paris faire un diplôme d'études supérieures de gestion des collectivités locales. Après avoir travaillé au sein de diverses collectivités locales, soit dans l'administration, soit en cabinet, notamment auprès du maire de Pontoise et de celui de Murau. Vous êtes pendant 7 ans, assistante parlementaire au Sénat et puis à l'Assemblée nationale jusqu'à fin janvier 2016. À la suite de 20 ans de militantisme au sein du Parti socialiste, vous êtes élue pour la première fois en 2008 adjointe au maire de Juilly-le-Moutier dans le Val d'Oise et jusqu'en 2015, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. De 2012 à 2017, vous êtes la suppléante du député Dominique Lefebvre. En réaction aux attentats terroristes de novembre 2015, vous êtes engagé tout d'abord avec le Printemps républicain et vous fondez après votre propre mouvement associatif avec Fathia Boujalat, Vivre la République, visant à combattre l'islamisme politique et à défendre la laïcité. Vous dénoncez dans votre premier livre, Silence coupable,
ce que vous estimez être des compromissions des élus vis-à-vis de l'islamisme. Et vous participez enfin, en 2022, à la création de la revue Front Populaire, à l'initiative de Michel Onfray, et vous y publiez plusieurs articles. Voilà, je vous laisse donc la parole. Je reprends brièvement la parole pour voir sur mon petit planning. Normalement, c'est Batior qui voulait dire 2 mots, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Si, elle est là, elle est là. Elle est là. Allô? Elle a la parole Voilà, d'ailleurs. oui, Voilà. je suis là. Batior, voilà. Oui, bonjour, oui. Tu m'entends? On Vous t'entend, on m'entendez? te voit. Ah bon, Oui. mais vous m'entendez? Très Oui. bien. Très bien. Bon, d'accord, je m'excuse, j'étais 2 minutes en retard, mais je m'excuse. Mais je voulais néanmoins saluer nos 2 oratrices que j'estime énormément, et je suis donc ravie de les écouter ce soir à Dimi Watch. Et je les ai déjà vues, comme sans doute plusieurs d'entre vous, à la télévision. Et je les félicite pour leur courage et leur lucidité dans la compréhension des événements actuels. Nous comprenons tous leur importance concernant la survie des valeurs que nous chérissons tous. Et au vu de la campagne de diffamation contre Florence, dois-je lui dire bienvenue dans le purgatoire où sont jetés tous ceux qui ont le courage et la force d'enfreigner les lois, les règles de la doxa étatique, si bien que l'on se demande si l'on est encore dans des régimes démocratiques qui reconnaissent la liberté de conscience et de parole. Enfin, si elle y vient, je ne souhaite pas qu'elle vienne, mais si jamais elle y vient, je suis sûre qu'elle continuera à nous éclairer par toutes ses connaissances et par son courage. Je termine donc en vous disant mon admiration, et je donne la parole à Alexandre. Merci à Batior, merci à Sonia pour ces présentations. Et moi, je vais tout simplement donner la parole à Florence dans un premier temps, et puis ensuite Céline directement. Merci beaucoup. Merci Dimi Watch, merci Alexandre, merci à Batior, merci aussi à Sonia et à tout le monde. Je suis très heureuse de présenter mes recherches. Je suis en pleine promotion effectivement de mon livre qui est sorti le 25 janvier 2023. Et je tiens à le faire connaître à tous, à vous comme à d'autres. Je vais là où on m'invite le plus largement possible. Je voudrais préciser un petit peu de quoi je vais parler et d'où je parle. D'où je parle, eh bien, je suis donc chercheuse au CNRS depuis quelques années, mais il y a à peu près 30 ans que j'ai connu pour la première fois les frères musulmans. C'était dans une mosquée à Bordeaux, alors que je faisais mes études, et je ne savais pas d'ailleurs tout à fait ce que j'étais, qui était ce que j'étudiais. J'avais, moi, simplement voulu étudier l'islam dans un espace urbain, quelque chose qui était relativement nouveau à l'époque. Donc, j'étais rentrée dans cette mosquée-là et je suis tombée sur la mosquée des frères musulmans. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et le centre bordelais était un centre important, mais ça, évidemment, je ne le savais pas. Donc, je suis rentrée vraiment par la petite porte. J'ai fait ce qu'on appelle de l'observation participante et puis, petit à petit, je me suis aperçue en regardant un peu de l'intérieur comment ça fonctionnait et notamment un certain écart entre ce qui était dit et ce qui était fait. Et évidemment, ça me gênait beaucoup. Je voyais qu'à l'université, on ne me suivait pas vraiment dans ce que je voyais, dans ce que je commençais à soupçonner, c'est-à-dire des velléités ou des volontés de déstabiliser un peu nos sociétés. Mais voilà, quand je parlais de ces aspects un petit peu sombres, on m'envoyait plutôt... enfin voilà, on m'interrogeait sur mes caractéristiques de personnes occidentales, peut-être d'extrême droite, voilà, choisissant peut-être un mauvais chemin. Donc déjà, il y a 30 ans, on était accusé donc de faire le jeu de l'extrême droite chaque fois qu'on
on étudiait ce problème, enfin cette religion. Je vais donc, pour préciser, donc je suis une Européenne qui travaille sur mes congénères européens, qu'ils soient nés en Europe ou qu'ils aient vécu la majeure partie de leur vie en Europe. Ça, c'est important parce que le frérisme dont je vais parler ici, et je ne parle pas de l'islam ni de l'islamisme, je dirais quelles sont les différences, sont des produits de ces générations qui sont arrivées au plus tôt dans les années 60 et beaucoup plus nombreux dans les années 80. Et c'est ça que je pense qui est nouveau dans mon livre, c'est que je m'intéresse à la façon dont ces frères pensent, mais ce sont les frères qui sont européens. Et ce n'est pas exactement pareil que ce qu'on va trouver dans les autres pays. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez exactement. C'est bon. Oui, c'est bon. Ouverture du Oui. livre. Très bien. Donc, voici le plan de mon livre qui commence par une explicitation de ce qu'est, à mes yeux, le frérisme, ensuite un deuxième chapitre sur le passage de la confrérie au frérisme européen, et ensuite les structures de l'euro-islam, les stratégies qu'ils utilisent, les fréristes et leurs alliés, et puis 2 chapitres sur les sœurs musulmanes et sur les enfants, avant d'aller dans la conclusion. Alors, c'est un panorama très progressif. Je dirais que le livre se lit dans le bon sens. Il est préférable de commencer par le début pour arriver à la fin et non pas de passer d'aller séquentiellement plutôt que directement sur tel ou tel chapitre. Alors, le frérisme, pour moi, ça peut être... c'est assez bien représenté par ce qui se passe aux rencontres annuelles des musulmans de France, organisées par l'Union des organisations islamiques de France depuis 1990. La première fois d'ailleurs que j'ai visité ces rencontres annuelles, c'était donc en observation participante dans le bus qu'avaient affrété les musulmans de la Gironde pour aller à Paris. C'était en 1992. Et donc, je les ai suivis et j'ai découvert cet univers totalement à part dans lequel on rentrait et on était complètement dépaysés, où les filles quasiment de mon âge ou un peu plus jeunes chantaient des chansons pour les Palestiniens, des chansons guerrières pour les Palestiniens, où on dormait, on mangeait tous dans des énormes hangars du Bourget, et c'était complètement surréaliste pour moi. Alors là, j'ai mis quelques photos, donc c'est des librairies, c'est une grande foire islamique, c'est aussi bien d'ailleurs, on rencontre sur les stands aussi bien des salafistes que des réformistes, que des libéraux, que des sociologues, que des élus, un petit peu tout le monde. Et ça, seuls les frères, en fait, savent faire ça. Il n'y a aucun mouvement islamique qui soit capable de cette performance-là, d'inviter des dizaines de milliers de personnes de courants très différents dans un même espace complètement dépaysant dans lequel on se sent en dehors de la culture locale, on va dire. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que le frérisme? J'appelle frérisme l'idéologie politico-religieuse, donc elle est à la fois politique et religieuse, suprémaciste, qui cherche à rassembler tous les courants ou écoles de l'islam en un mouvement islamique universel. C'est un système d'action, c'est-à-dire que je me suis plutôt appuyée sur la sociologie des organisations pour essayer de décrire ce à quoi j'avais affaire, ce que j'avais vu. C'est un système d'action, je reviendrai un petit peu sur le terme, destiné à conduire ce mouvement islamique vers l'instauration d'un califat mondial, c'est-à-dire la société islamique universelle. L'origine du frérisme, c'est la rencontre entre des étudiants et militants qui sont réfugiés en Europe ou aux États-Unis, aussi en Australie ou en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, des étudiants d'origine moyenne-orientale ou du Maghreb, des Iraniens aussi, qui vont se rencontrer donc sur ces campus et qui vont assez vite réaliser qu'ils ont une parfaite liberté pour vivre en Europe ou aux États-Unis
et que dans les pays d'où ils viennent, d'où ils sont souvent chassés, ils n'ont pas cette liberté d'expression. Et donc, la nécessité de l'hijra, c'est-à-dire de revenir en pays musulman pour vivre en tant que musulman, se fait un petit peu, est questionnée. Est-ce que finalement, on ne serait pas encore plus musulman, on ne serait pas plus encore dans la mission du musulman si on reste en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on y a la liberté d'expression, de conscience, et on pourra peut-être élargir encore la terre d'islam. Donc, rester dans le Dar el-Koufr, c'est-à-dire dans le territoire des mécréants, qui est le territoire de la guerre, et en faire une terre d'islam, en passant par la Dar el-Had, c'est-à-dire la terre de contrat. Donc, ils vont appeler l'Europe la terre de contrat. En particulier, l'Europe, c'est vrai, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus proche d'ailleurs du Maghreb et puis du Moyen-Orient. Et puis, les portes sont grandement ouvertes, on le verra tout à l'heure. Donc, très rapidement, c'est un mouvement missionnaire qui considère donc sa mission dans une perspective extrêmement large et qui va peu à peu se détourner des pays d'origine et s'installer véritablement en Occident, qu'il faudra bien sûr convertir. Donc, en gros, le deal, c'est ça, il est licite aux musulmans de vivre en pays non musulman si sa mission est d'aider à instaurer l'islam sur la planète. Donc, ils sont complètement déculpabilisés puisqu'ils vont devenir des musulmans peut-être plus importants encore puisque leur projet est planétaire. Alors, pour essayer de repenser un peu ce frérisme en Europe, et notamment ce mouvement islamique, je me suis dotée d'une nouvelle boîte à outils et j'ai considéré donc que pour décrire le frérisme, on pouvait parler de ces VIP de l'islamisme, c'est l'aristocrate de l'islamisme, en soulignant leur vision, leur identité et leur plan. Leur vision parce que ils veulent très rapidement inculquer aux jeunes en particulier leur vision du monde, leur vision de l'histoire, leur vision du futur, parce qu'ils ont une identité, ils se dotent d'une identité transnationale. En réalité, d'ailleurs, deux identités, une identité masculine et une identité féminine, mais toutes les autres identités deviennent secondaires. Et puis, bien sûr, la dimension du plan, qui a été presque systématiquement évacuée par l'ensemble de mes collègues qui travaillent sur l'islamisme. Ils ont soigneusement évité cette dimension programmatique parce qu'ils la considéraient comme possible, comme leur donnant une vue conspirationniste et complotiste. Donc, pour ne pas avoir l'air d'être complotiste ou conspirationniste, on a simplement évacué cette dimension fondamentale. Aussi parce que, bien sûr, les frères musulmans la mettaient en veilleuse. C'est-à-dire que systématiquement, ils disaient « mais non, notre projet, c'est la démocratie, nous avons abandonné, bien sûr, le califat, ça, ce sont les djihadistes, mais nous, on est très bien en démocratie. » Autre élément aussi que j'ai voulu développer pour essayer de comprendre ce qu'est le frérisme, c'est le système islam, j'y reviendrai, et puis l'idée de charia compatibilité, qui est en fait exactement le Dar el-Had, c'est-à-dire cette étape intermédiaire entre la terre de l'islam, la terre de la guerre et la terre de l'islam. C'est-à-dire l'idée qu'avant d'imposer la charia, il va falloir faire des lois existantes et des traditions existantes quelque chose de charia compatible. L'idée de suprémacisme doit être également chaque fois soulignée. Les frères se considèrent évidemment comme, je l'ai dit, les VIP, comme l'avant-garde de l'humanité. Et puis, ils le font donc au nom de leur doctrine du juste milieu, la wasatiyya, qui est absolument tout sauf de la modération, comme je le montrerai tout à l'heure. Alors, la confrérie des frères musulmans, chacun le sait ici, elle est fondée en 1928, peu après l'abolition du califat ottoman. Ça, c'est très important, cette date-là, parce qu'effectivement, l'abolition du califat ottoman, moi, j'en ai toujours entendu parler comme un événement, voilà, il s'est passé ça dans l'histoire, enfin,
quand on étudie l'islam contemporain à l'université, voilà, on vous parle de la chute du califat, mais on ne se rend pas compte que c'est un véritable traumatisme dans le monde musulman et donc qui a provoqué une très forte réaction et notamment la fondation de la confrérie des frères musulmans, donc 4 ans après. Il y a une phrase que oui, un paragraphe que j'ai trouvé très intéressant chez Hassan el-Banna. Je ne peux pas vous citer la référence, ça doit être dans. Je crois que c'est même pas dans mon livre d'ailleurs, je l'ai trouvé après. Il faudrait que je retrouve, j'ai oublié de mettre la référence. Mais il dit, et c'est très intéressant parce que ça souligne toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté, toute la ruse qu'utilisent les frères musulmans. Mais qui disent « Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela, nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un nizam, un système, qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique, il existera jusqu'à la fin des temps, car ce système est celui d'Allah. Nous sommes sur le chemin des compagnons du prophète, nous poursuivons sa mission, la dawa. » Je trouve que ce paragraphe est extraordinaire. Donc le frérisme, c'est un mouvement, c'est une guidance. Ça marche, ça va vers l'avant, le frérisme. Et il faut, sur le chemin, ordonner le licite et pourchasser l'illicite. Ça veut dire qu'il faut, évidemment, à titre personnel, avancer dans la voie droite, mais il faut aussi éviter l'illicite chez soi et chez les autres. Donc c'est un mouvement axé sur la mission. Nous sommes l'appel du Coran, disait Hassan el-Banna. Le temps importe peu, puisque le chemin est tracé, puisque l'ordre social est un donné. Donc, on n'a pas besoin de le penser. Il suffit de le découvrir, au sens anglais « uncover », à partir des textes. Ce qui donne au frérisme une force absolument phénoménale, puisqu'il peut se concentrer uniquement sur l'action. Alors, la structure de la confrérie est très... elle est de nature pyramidale. Donc, si on prend l'exemple égyptien, il y a d'abord la famille au plus près, puis la division, puis le district, puis on remonte au niveau du bureau administratif, puis le conseil de la Choura, puis le bureau d'orientation, et enfin, le guide général. Je passe là-dessus. Le recrutement est un recrutement long et patient. Pour recruter une cible, pour recruter généralement des hommes. Hein. J'ai jamais rencontré de sœurs musulmanes véritablement recrutées par la confrérie. En gros, ça se passe en 5 étapes. Donc, une fois la cible identifiée, le recruteur établit une relation personnelle avec elle. Donc, évidemment, la cible ne sait pas que le recruteur de la confrérie l'approche. Il va utiliser différents appâts, des cadeaux, des visites à domicile, des appels téléphoniques réguliers. Alors évidemment, avec les réseaux sociaux, c'est du WhatsApp sans arrêt, c'est des petites vidéos qu'on vous envoie. Une fois qu'un membre potentiel est détecté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que celui-là va tenir, le recruteur va se faire plus présent dans la sphère privée de l'individu, il va l'entourer, il va essayer de lui expliquer tous les stéréotypes négatifs vis-à-vis de l'islam, le faux islam de ses parents, de sa famille, qui viennent de contrées non éduquées. Donc, voilà, c'est un peu des idiots de l'islam. Il faut, on va dire à l'enfant, notamment, enfin au fils, que ses parents n'ont pas vraiment le bon islam. On peut aussi, bien sûr, s'appuyer sur pas mal d'ouvrages apologétiques et sur un appareil victimaire qui fait croire que l'islam authentique n'est pas accepté dans le milieu, en Europe en particulier. Et une fois donc cette première déstabilisation opérée, une deuxième étape met l'accent sur la foi islamique afin de guider la cible vers l'accomplissement de ses devoirs religieux. Alors c'est la prière, la récitation du Coran,
l'aumône, bien sûr, et puis avec du matériel pédagogique, des livres, des vidéos, etc. Ensuite, on va lui expliquer donc l'idée de l'intégralité islamique, ce que j'ai appelé en fait le système islam, on y reviendra. La phase, donc cette première phase va se terminer quand la cible est passée de l'internalisation des pratiques et des principes islamiques à leur mise en pratique visible en fait dans la vie quotidienne. Une deuxième grande étape donc, arrive ensuite, qui se concentre sur l'activation de l'identité politique du membre potentiel, et on va le sensibiliser à la condition des musulmans du monde, ce qui se passe en Palestine, à l'époque c'était la Bosnie, la Tchétchénie, le Cachemire, etc. Et on va essayer de lui montrer qu'il peut agir, donc jusqu'à obtenir donc, ce passage à l'acte comme un engagement concret. Au cours de la 5e étape, les futurs recrues sont invités à participer à des manifestations de la confrérie qui se fait alors connaître, bien sûr, de la cible. Voilà, nous sommes les frères musulmans. Et c'est à ce moment-là que si généralement la recrue est absolument honorée de faire partie de ce groupe d'élite, et on va la préparer donc à une 6e et dernière étape d'entrée qui est celle du serment d'allégeance qui va être prononcé soit devant le guide général si on est en Égypte éventuellement, soit vers un dirigeant local quand on est en Europe. Donc ces éléments en fait sont connus depuis assez peu de temps puisque je crois que c'est le 5e le 5e guide suprême qui les a révélés après qu'il ait fini sa mission. Alors, en Europe, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Voilà. Ce recrutement fonctionne aussi comme ça en Europe. Apparemment, certaines étapes seraient sautées parce que finalement, c'est trop long pour le temps rapide des Européens. Voilà. Alors, l'islamisation par le bas, c'est évidemment la marque des frères musulmans qui donc procèdent de la même façon en Égypte, en Europe qu'en Égypte. Excusez-moi, j'ai un problème de pagination. Voilà. Donc, que font les frères? Eh bien, ils organisent l'aide sociale, l'aide aux devoirs, l'éducation sportive. Ils organisent aussi la réussite entrepreneuriale. Ils se faufilent dans les interstices d'une association caritative, d'un parti politique, d'une grande entreprise, dans l'ouverture d'une salle de sport ou d'un hôpital. Généralement, donc, ils opèrent de deux façons. Soit ils infiltrent en plaçant des membres de la confrérie dans un milieu donc, qui va être transformé, soit ils actionnent leur propagande auprès d'une cible, donc quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la confrérie. Ils actionnent et finalement, cette cible-là n'a pas forcément conscience de ce à quoi elle est utilisée, mais elle transmet, elle véhicule en fait les idées de la confrérie. Alors, rendre le monde charia compatible, cela signifie qu'on n'impose pas la charia autoritairement par la violence, mais qu'on le fait avec son consentement. C'est ça l'idée. Donc, on va habituer, acclimater, vanter une société qui accueille les normes et les valeurs compatibles avec la loi islamique. On le voit très, très bien aujourd'hui avec l'exemple du football et du ramadan où une grande banderole, je ne sais pas si vous avez vu dans un stade, donnez-leur à boire et des dates, voilà, pour qu'ils puissent tenir pendant le jeûne du Ramadan. Donc, voilà des valeurs de générosité qui caractérisent la société d'accueil. On va également transformer les règles, c'est ça l'idée, puis les lois, en mobilisant les luttes progressistes pour la protection des minorités, le féminisme, l'antiracisme, le droit à la différence, le climat aussi. J'ai remarqué, par exemple, une tendance ces derniers temps à laisser un peu de côté la question antiraciste parce que des chercheurs, dont moi, ont mis en évidence cette stratégie. Ils sont en train, petit à petit, d'aller vers la question du climat avec des alliés. Je vous dirai peut-être plus précisément pourquoi tout à l'heure.
Alors, les pères du frérisme, pour moi, c'est un arabe et un ourdou, un indien, pardon. Donc, le frérisme, il a pour origine de langue l'arabe et l'ourdou, et donc l'anglais, qui est la langue véhiculaire, en fait, du frérisme dans les pays occidentaux, dans les pays européens. Bien sûr, nous avons la figure tutélaire, Hassan el-Banna, mais les véritables pères du frérisme, celui du système islam et celui du mouvement islamique, ce sont Saïd Abou Ala al-Maudoudi et Youssouf al-Qaradawi. Et qui a fait la synthèse en Europe? Eh bien, c'est Saïd Ramadan qui a… alors, c'est pas lui qui a fait la synthèse, mais qui a rendu possible la synthèse, puisqu'il invitait les uns et les autres dans des conférences, soit à Genève, où il était, soit ailleurs. Saïd Ramadan, qui est le père de Hani Ramadan et de Tariq Ramadan. Voilà. Alors, Tariq Ramadan, c'est important parce que c'est lui, en fait, qui va comment dire, véhiculer la pensée maudoudienne de l'islamisation de la connaissance, j'y reviendrai, en France notamment, qui va en faire une version française en parlant d'éthique. Voilà, j'y reviendrai. L'islam comme système, donc l'islam est pour Maududi un ordre social global où rien n'est superflu et où rien ne manque. Donc la loi islamique, qui est fondée sur le Coran et la Sunna, contient pour lui des directives nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins de la société humaine à tous les âges et dans tous les pays, dans toutes les sphères possibles, religieuses, personnelles, morales, familiales, sociales, économiques, judiciaires, internationales, etc. Et l'idée, c'est d'étendre partout le pouvoir du système islamique. Un système, c'est quelque chose qui a une cohérence interne, dont les éléments sont organiquement liés. Et si on bouge un élément, eh bien, on bouge l'ensemble du système. Donc, le système est solidaire. La conquête par la culture et l'économie, c'est l'idée de celui que j'appelle l'ingénieur du système islam, qui va permettre de contourner en fait de contourner le politique et donc d'éviter l'affrontement avec l'État. C'est ça la différence d'ailleurs entre l'islamisme et le frérisme pour moi, c'est que l'islamisme s'adresse à l'État, il veut le pouvoir d'un État, alors que le frérisme ne veut pas le pouvoir d'un État, il veut le monde. C'est la culture islamique universelle qui va transformer le monde en s'étendant par les lois, les règles, les comportements et tout cela, donc par la culture, puis ensuite la formation d'un État musulman global. Maududi, c'est celui, par exemple, qui dit que il vaut mieux rester dans l'adversité, il vaut mieux se penser en communauté minoritaire pour imposer sa culture. Lui, par exemple, était contre la partition de l'Inde vers le Pakistan. Il pensait que l'islam s'élargirait mieux si justement il y avait un pouvoir à combattre. Maududi, c'est aussi l'ingénieur du système islam et du système halal que j'ai étudié dans un précédent livre, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, dont je considère d'ailleurs que ce livre-ci est la suite. C'est lui qui va donner en fait les éléments pour les agences de certification qui halalisent en fait absolument toutes les commodités, tous les objets de consommation qui circulent autour du monde. Et Qaradawi, c'est le penseur de l'islam du juste milieu, un homme injustement qualifié de grossier et d'idiot, qui est en réalité tout à fait subtil et très intelligent, d'une ruse exceptionnelle. Et c'est lui qui parle de mouvement islamique et qui va essayer de proposer une méthodologie pour conduire le grand mouvement islamique vers le califat. J'ai l'impression que quand il est en… Voilà. Donc,
Et je suis tombée en écrivant ce livre sur un document qu'il a écrit, qu'il a publié en 1990, qui est intitulé « Les priorités du mouvement islamique pour les 30 ans à venir ». C'était intéressant puisqu'on était précisément 30 ans après. Et c'est tout à fait intéressant de voir que Qaradawi, finalement, a dit ce qui allait se passer. Il a dit il faut mettre en place de quoi former une avant-garde islamique par la prise en main des écoles islamiques, des instituts, des écoles d'ailleurs pas que islamiques, et surtout par la formation d'une élite islamique. Il faut aussi former une opinion publique que l'on aura débarrassé des effets de campagne de dénigrement de l'islam. C'est vraiment la campagne de lutte contre l'islamophobie. C'est aussi, propose-t-il, la préparation d'un climat mondial et public d'acceptation de l'existence de l'Oumma. Et ça se fait, à mon avis, par deux forces, une force pull de tirer et une force push de pousser. C'est d'abord l'islamophilie de l'économie halal et le djihadisme d'atmosphère qui est quelque chose de repoussant, mais qui fait de l'islam une composante qui va devenir dominante. C'est-à-dire que ces gens-là, que ce soit le marché halal ou que ce soit le djihadisme, l'idée, c'est de rassembler tous les musulmans sous le même nom d'islam de musulmans et d'empêcher justement la fragmentation des musulmans en plusieurs communautés de sensibilités différentes. Le juste milieu, l'islam du juste milieu, c'est l'islam de la Wasatiyya, donc proposé par Qaradawi, qui n'est pas de lui, hein, d'ailleurs, qui lui vient de ce penseur des salafistes, Ibn Taymiyyah, et dans lequel donc, il explique qu'il faut équilibrer les intérêts les uns par rapport aux autres afin de déterminer ceux qui sont prioritaires, donc toujours le plan, en vertu du plan, mettre en balance des mots afin de déterminer ceux qui peuvent être tolérés et lesquels doivent être rejetés compte tenu de la stratégie. Donc, ce n'est pas une question morale, c'est simplement une question d'efficacité. Le mal n'est pas un problème, il faut simplement qu'il soit efficace pour arriver à l'objectif. Et il parle aussi, Qaradawi, des grands domaines d'islamisation. Donc, il propose que, comme grand domaine, l'éducation soit réislamisée, que le politique donc, soit islamisé, mais par le biais du vote musulman. Il n'est pas nécessaire de prendre le pouvoir d'un parti politique, il n'est pas nécessaire de créer des partis politiques, mais il faut créer une force de politique musulmane. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sous le terme de vote musulman, qui est utilisé par ce que j'appelle les partis coucou, comme LFI ou certains, ou Écolo par exemple en Belgique, où finalement les musulmans prennent de plus en plus de place, mais sous couvert d'une autre étiquette. C'est aussi bien sûr le social, le domaine social, le domaine sportif, qui est très développé par le frérisme, qui est très occupé, enfin, comment dirais-je, très... qui est un moyen pour les frères donc, de diffuser la norme et les symboles islamiques. Bien sûr, l'économie du halal, qui est aujourd'hui donc une économie globalisée qui est estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars chaque année. C'est bien sûr le djihad, la ruse, qui cherche donc à affaiblir les forces régaliennes des États. Il y a des associations qui font ça très très bien, hein. Pas que le CCIF devenu CCIE. Il y a aussi, quand on regarde par exemple quelqu'un comme Rafik Chekhat, c'est tout à fait intéressant la façon dont systématiquement il vient provoquer sur les réseaux sociaux pour essayer d'instiller le doute, pour montrer à quel point donc, les musulmans sont systématiquement sont les nouveaux juifs en fait d'aujourd'hui. C'est la communication avec Al Jazeera, avec Agi+, c'est l'islamisation de la connaissance sur laquelle je vais revenir. Donc, ces grands domaines d'islamisation, eh bien, Qaradawi en parlait déjà il y a 30 ans. Et moi, qui ai commencé mon travail il y a 30 ans, je peux vous dire que c'était absolument invisible à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait manifeste, ça nous paraît tout à fait ordinaire.
Alors, les classes de missionnaires, on les retrouve, donc il parlait de l'élite cultivée, donc on voit en haut à gauche donc ce qu'on appelle les musulmans entrepreneurs, avec tout leur discours sur les piliers du succès. Donc toujours ce mélange entre le discours islamique et les stratégies de succès d'entreprise. Donc ils reprennent un certain nombre de verbes islamiques qu'ils vont réinterpréter à l'aune de leur stratégie successful. Il y a bien sûr comme objectif de rééduquer les masses. Donc, et ça, c'est ce que font très très bien les frérots salafistes, qui sont une catégorie de salafistes frérisés, si vous voulez. Bien sûr, les banquiers, les commerçants, Kardawi les appelle à ne pas se contenter de construire des mosquées, il faut ériger des centres d'affaires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que autant il est considéré comme quelqu'un de tout à fait misogyne, autant en réalité, quand on lit ces textes, il demande que les frères forment des femmes leaders islamiques dans les domaines de la mission, donc la dawa, mais aussi de la pensée, des sciences, de la littérature et bien sûr de l'éducation, puisqu'elles sont mères. Mais on les voit maintenant, ces femmes. Mince. Je suis désolée. Maintenant, on les voit en bas. Vous voyez par exemple le FEMISO, qui est l'organisation des jeunes frères au niveau de l'Union européenne. Elle est représentée essentiellement par des femmes, parce que ça a des tas d'avantages, mais aussi parce que Kardawi le permet et l'incite. Et puis bien sûr, les enfants, ça c'est un thème tout à fait prioritaire qui était déjà développé par l'ISESCO, qui était elle-même influencée par les frères. En fait, quand on regarde le plan pour les sociétés non musulmanes de l'ISESCO, qui était paru il y a une quarantaine d'années, c'est exactement la pensée des frères. Il y a de fortes chances pour qu'il ait été en partie rédigé à l'IESH des frères musulmans français. Alors, l'euro-islam des frères, ça commence assez rapidement. En fait, les frères s'aperçoivent que l'Union européenne est un espèce de de fabrique à soft law qui est très intéressante parce que ce n'est pas un État et parce que finalement, on peut assez facilement lui pénétrer dans ces lieux-là pour distiller ses idées. Enfin, le lobbying, évidemment, est très fort auprès des institutions européennes. Donc, ils vont d'abord faire ce lobbying de façon naturellement cultuelle, sur le plan culturel, se présentant comme les représentants des musulmans en Europe. Personne ne le fait d'autre qu'eux, d'ailleurs. Et donc, chaque fois que l'Union européenne veut s'adresser aux musulmans, elle fait un appel aux musulmans et vous avez immédiatement donc les frères qui créent une structure éphémère, comme une Assemblée européenne des imams et guides spirituels, comme un Conseil européen des imams, et arrivent en se présentant comme parfaitement organisés et les interlocuteurs idéaux pour les différents acteurs de l'Union européenne, la Commission, le Parlement et autres. Ils vont créer aussi des structures plus pérennes, l'Institut européen des sciences humaines, qui est basé dans la Nièvre en France, le Conseil européen pour la fatwa et la recherche, qui est basé à Dublin, qui est l'organisme en fait de production de fatwa pour les frères. Il y a bien sûr les banques avec l'Europe Trust, il y a le bras humanitaire, Islamic Relief ou Secours islamique, il y a la branche jeune dont j'ai parlé pour former l'élite musulmane de demain, la FEMISO, et puis il y a le Forum européen des femmes musulmanes qui n'est pas très important, en fait, qui est composé surtout des femmes, des frères, leurs femmes, leurs belles-filles, leurs cousines, enfin bref, toutes les femmes qui doivent représenter, enfin qui ont une action d'être surtout les épouses et le soutien des hommes.
dans la FEMISO, la nouvelle génération, celle qui est née en Europe, là, les femmes sont réellement actives et activistes. Et donc, à partir des années 2015, cette stratégie qui était essentiellement tournée vers la représentation culturelle va un petit peu changer. Mais j'ai oublié de parler donc de l'islamisation de la connaissance. L'islamisation de la connaissance, ce n'est pas une formule qui est de moi, c'est l'International Institute of Islamic Thought qui est né en 1980, qui a théorisé l'idée qu'il faudrait donc systématiquement et de façon planifiée se réapproprier les sciences occidentales par l'islam. Toute science est valable tant qu'elle ne vient pas contredire les commandements de Dieu. Donc, on va reformuler l'ensemble des disciplines universitaires afin de fournir à l'Oumma un point de vue éthique islamique et rendre la science donc charia compatible. Évidemment, les sciences humaines et sociales vont être les premières visées, et ce qui va avoir un impact non pas seulement sur les musulmans, mais sur tous les gens qui travaillent sur l'islam, en fait. Assez rapidement, ils vont être... moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes études sur ce sujet, très, très vite, j'ai été approchée par les frères qui voulaient me recruter. Évidemment, ils se servent de l'islamisation de la connaissance, c'est-à-dire que de cette façon, en fait, de voir la science avec les lunettes de l'islam. La soft law, il s'agit donc de contester les principes et valeurs humanistes universels pour les relativiser et proposer donc ceux de l'islam. Ça va avec l'islamisation de la connaissance. Donc, l'Organisation de la coopération islamique diffuse, publie la déclaration des droits de l'homme en islam. Donc, pas la déclaration des droits de l'homme musulmans, hein, mais bien des droits de l'homme dans une planète musulmane. C'est aussi la stratégie de l'ISESCO, action culturelle à l'extérieur du monde islamique, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'y reviendrai peut-être dans la discussion, mais j'essaie d'accélérer un petit peu. Et le soft power, il me reste combien de temps, Alexandre? Je peux parler, j'essaye de donner le micro à Alexandre. Combien de temps tu vas encore? Quelqu'un qui peut me dire combien de temps il me reste? Pas dépasser. Voilà. Franchement, le temps est dépassé. Ah, mais, d'accord. Bon, alors, mais c'est passionnant et je crois que personne ne se plaint. Je vais juste finir là-dessus parce que ça permettra d'aller vers... Mais c'est très important, l'islamisme s'est étendu par le hard power, c'est-à-dire grosso modo la confrontation, le conflit, et le frérisme s'étend par le soft power et la victimisation. Et ce qui va beaucoup aider, c'est évidemment la lutte contre l'islamophobie structurelle. La lutte contre l'islamophobie structurelle, c'est d'abord un rapport du Runnymede Trust, qui est un think tank multiculturel, qui va essayer qui va transformer en fait notre rapport à l'islam en essayant d'expliquer que l'islam, on ne peut pas le changer, mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être changer notre regard sur l'islam. Et ça, donc, ce rapport est exemplaire d'ailleurs de tous ceux qui vont suivre par la suite, puisque non seulement il va falloir changer son regard sur l'islam, mais il faudra le faire donc dans tous les secteurs de la société. Donc en matière d'emploi, dans l'éducation, dans la santé, dans les médias, voilà. Donc en fait, ça devient assez rapidement un programme de rééducation des Européens. Et ce programme donc, va être financé, je vais m'arrêter là, par l'Organisation de la coopération islamique, ça on s'en doute bien, mais surtout, et c'est beaucoup plus étonnant, par la Commission européenne, par les Turcs, ça c'est moins étonnant, par l'ONU, et bien sûr par l'Open Societies et l'idéologie multiculturelle. Voilà, et donc
Donc, si vous voulez, la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas seulement destiné à faire taire toute critique de l'islam et de l'islamisme. Ça a beaucoup de vertus. Ça oblige aussi, et c'est là que c'est vraiment dans le plan frériste, les musulmans, ils vont être amenés à culpabiliser à partir du moment où ils critiquent leur propre religion, où ils voudraient la faire évoluer. Et on leur dit, les frères leur disent, vous critiquez l'islam, donc vous êtes islamophobe. Un petit peu la même idée que quand on critique les politiques de l'immigration, on est immédiatement amené vers l'extrême droite. Eh bien, le chantage est le même au niveau des musulmans. Ça empêche la fragmentation naturelle d'une transplantation d'une religion. On est dans un espace qui n'a pas de tradition musulmane, et donc très logiquement, quand les musulmans sont arrivés, l'islam aurait dû se fragmenter en plusieurs tendances au contact de la sécularisation. Or, les frères ont interdit ça, précisément avec cette lutte contre l'islamophobie. Je me souviens plus que... Et puis, bien sûr, je le disais à l'instant, chaque fois donc, on parle d'islamophobie structurelle, ça permet d'engager un programme de rééducation qui rend la société charia compatible. Voilà. Et je m'excuse d'avoir été un peu longue. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'excuser. Je crois qu'on aurait même envie de continuer, mais je pense que vous allez continuer avec Céline. Et donc, Céline, tu as la parole maintenant. Alors, je voulais en profiter pour remercier Batior. On ne se connaît pas personnellement, mais moi, je l'ai beaucoup lu. Et je sais ce qu'elle a vécu aussi. Et ce renvoi à l'extrême droite, la violence de ce renvoi, aujourd'hui, c'est moins difficile à vivre parce qu'on est tellement nombreux à avoir été expédiés en camp de redressement et à avoir prouvé par nos écrits et nos prises de position que nous n'étions pas dans cette logique-là, que c'est, même si j'allais dire, l'ostracisation continue, elle est moins violente à vivre, mais à l'époque où Batior l'a vécu, c'était pas la même eau, et elle a eu un courage immense. Donc, que cette grande dame puisse me dire qu'elle a de l'admiration pour moi, qui me sens petite à côté d'elle, ça me touche énormément. Voilà. Merci. Ceci est... Merci. Merci à vous. Voilà, ceci étant dit, peut-être pour illustrer un petit peu tout ce que nous a dit Florence, eh bien, on a une illustration qui vient de tomber. Regardez ce qui s'est passé à propos de la fameuse étude sur l'islamo-gauchisme à l'université. On vient d'apprendre, grâce paradoxalement justement aux meilleurs représentants de l'islamo-gauchisme, qui ont enfin tenté d'attaquer devant les tribunaux la position de Frédérique Vidal lorsqu'elle a demandé en fait à ce que soit étudié si à l'université effectivement il y avait bien une offensive idéologique. Et on a appris d'une part que tout ça n'était que des effets d'annonce, et que Frédérique Vidal n'avait jamais diligenté d'enquête. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Parce qu'à peine avait-elle prononcé le mot d'islamo-gauchisme que lui sont tombés dessus tout ce que l'université peut contrer de parrains ou de références qui sont marquantes à l'extérieur. Autrement dit, le CNRS peut avoir par certains aspects des côtés de Pétaudière, mais pour autant, dans la tête des Français, c'est l'endroit où sont rassemblés les chercheurs les plus brillants, ce qui n'est pas faux non plus, et la caution du CNRS est inattaquable. De la même manière, les Français connaissent très peu la conférence des présidents d'université, qui pour le coup est un lieu de pouvoir qui a régulièrement montré son absence de courage. Je pense notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de ce directeur d'IUT
qui avait été attaqué parce qu'il essayait de défendre la laïcité à l'intérieur de son IUT, qu'il avait découvert une salle de prière, des logiques d'investissement du halal à l'intérieur de son établissement et qu'il a lutté contre. Les premiers à avoir essayé de le faire passer pour un affreux fasciste étaient justement à l'époque Jean-Loup Salzmann, qui était le président de la CPU. Donc, Frédérique Vidal avait à peine ouvert la bouche et prononcé le mot d'islamo-gauchisme qu'elle se retrouvait avec une levée de bouclier. Et cette levée de bouclier s'est faite au nom de quoi? Elle se fait au nom de la liberté académique. Le problème, c'est que l'investissement, quand une idéologie essaie d'investir l'université, elle va le faire forcément contre la liberté académique. Et c'est d'ailleurs ce que ceux qui se rebellent contre les pressions qu'ils subissent à cause de cette idéologie-là mettent en place. Et ce qui est intéressant, c'est que la question n'a jamais été posée de savoir s'il y avait offensive idéologique et auquel cas on pouvait penser, ou pas, et on pouvait penser que le fait de mener une enquête était finalement la meilleure manière de pouvoir lever le doute et de protéger justement ces libertés académiques. Or, même le fait de mener l'enquête n'a pas été possible. Et pourquoi Frédérique Vidal a-t-elle reculé? Elle a reculé d'abord parce qu'elle n'a absolument pas eu le soutien du gouvernement, et ensuite parce qu'elle n'avait elle-même pas travaillé ces questions. Et donc, face au premier tir de barrage, elle s'est trouvée fort dépourvue en termes d'argumentation. Et c'est d'autant plus étonnant que je pense que je redonnerai la parole à Florence parce qu'elle a étudié justement dans son livre les questions de l'emprise islamiste et racialiste, enfin, elle dans ce cas-là frériste, mais il y a aussi une emprise racialiste à l'université. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des exemples réels de cette emprise. Il y a eu des tensions extrêmement fortes. Ces exemples sont liés, ils ne sont jamais mis en avant, et que par ailleurs, tous ceux qui sont ciblés se retrouvent avec des carrières freinées. Et pourtant, ceux qui couinent le plus, en s'estimant dangereusement visés par la parole à l'époque de la ministre, c'était justement ceux qui étaient les premiers promoteurs de cet islamo-gauchisme. Et pourquoi est-ce que les frères, mais pas seulement, s'intéressent à l'université? Parce que l'université, c'est le lieu où se construisent les représentations. C'est finalement le lieu qui va diffuser une certaine vision culturelle de notre façon d'être au monde. Et s'emparer de l'université, avoir pour cible avant tout les jeunes et les enfants, c'est simplement former les jeunes générations, investir la tête de ces jeunes générations et mettre en fond d'écran un logiciel islamiste et pas du tout un rapport à la quête de vérité, à la méthodologie scientifique, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point l'université paraît démunie face à ce discours. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi démunie? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'est en 2017, au moment où on a les primaires à l'intérieur du Parti socialiste, lors de ces primaires, on demande à Vincent, ah mince, le nom ne me revient pas, bref, qui avait été ministre de l'Éducation nationale, on lui pose la question, on lui demandant, mais de quoi avez-vous été le plus fier? Et cet homme va dire: «Oh moi vraiment ce qui m'a rendu le plus fier, c'est d'avoir confié la rédaction des programmes», alors là on est sur l'école, «à un groupe indépendant». Donc c'est un ministre qui est chargé en fait quelque part de la transmission de ce que nous sommes, et qui avoue s'être débarrassé de son pouvoir et qui en fait une fierté. Le problème, c'est que contrairement au discours qui est tenu par les politiques, l'État n'est pas neutre. La légitimité d'un pouvoir s'appuie toujours sur des représentations, sur une forme de contrat social, mais sur un ensemble de valeurs et de projets partagés. À partir du moment où vous concevez l'État comme étant neutre, cet État n'a plus rien à transmettre. Or,
l'école, c'est pas simplement la transmission de connaissances, c'est aussi une manière, d'être ensemble, une façon de voir l'existence, une façon de voir les liens, qui unissent des citoyens dans une société politique. Et la négation même, de ce fait-là a des conséquences absolument dramatiques, puisque en face, au contraire, tout ce qui est construit par les fréristes, c'est l'idée d'une identité, une identité qu'on oppose, un nous que l'on oppose à un eux. Et ce nous devient de plus en plus consistant, alors que notre, eux, lui devient de plus en plus indéfini. Heu, on peut penser ce qu'on veut finalement du modèle de société qui est proposé par les frères, du moins existe-t-il et est-il verbalisé? Nous avons un modèle de société dont nous ne sommes même plus conscients, dont nous ne savons même pas parler et que nous ne savons parfois même plus défendre. Et c'est pour cela qu'en face d'une offensive idéologique, nous n'avons pas de moyens de réponse parce qu'il faudrait admettre que finalement, notre conception du monde, n'est pas forcément une vérité absolue, c'est aussi quelque chose de construit. C'est après tout, croire que les hommes sont égaux en droit, c'est une croyance. Rien ne vous dira jamais, que c'est vrai, que c'est pas vrai. Pour, certaines personnes, c'est inconcevable. C'est le cas des islamistes, par exemple. Pour nous, il est le contraire est difficile à concevoir. Mais pour autant, ça reste quelque chose auquel on adhère, ça reste quelque chose que l'on construit. Et nous nions le fait que nous sommes aussi les produits d'une certaine histoire, d'une certaine manière de voir et que nos valeurs universelles, sont des choix et qu'ils ne sont pas évidents pour tout le monde. Et ce qui m'intéresserait, c'est que, dans ce cadre-là, hem Florence puisse nous dire ce qu'elle a vécu au sein de l'université et comment, finalement, ce lieu qui est un lieu de production à la fois du savoir et de la représentation est attaqué et très peu défendu. Moi, je ne sais pas si j'ai commencé un petit peu par là en disant que effectivement, dès que je commence mes recherches, le scepticisme est tellement fort qu'on ne me pose même pas des questions sur, sur les preuves de ce que je vois, ou quand je rapporte des choses qui ne vont pas dans le sens attendu, c'est-à-dire de musulmans qui ne demanderaient qu'à s'intégrer. On parle déjà plus d'assimilation à cette époque-là. Et que je dis non, il y a peut-être une autre intention derrière. Ces gens-là le fait même de dire ces gens-là ont peut-être une autre intention. Parce qu'à l'époque, je ne voyais pas très clairement ce qu'ils voulaient. Je savais simplement qu'ils ne disaient pas ce qu'ils faisaient et qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Donc, je ramenais ces éléments-là et très systématiquement, on me faisait comprendre que j'avais un problème. Ce qui m'a amené d'ailleurs assez rapidement à m'intéresser à un lieu particulièrement islamophile qui était le marché halal. Et là, j'ai pu travailler comme je voulais parce qu'il y avait au contraire un environnement très bienveillant avec les fréristes, les fondamentalistes, et eux-mêmes, les fondamentalistes, étaient tellement bien dans ce bain-là qu'ils parlaient et qu'il suffisait de recueillir leurs paroles, c'était très facile. Évidemment, à l'université, c'était pas mieux accueilli, mais ça faisait partie des bizarreries. D'ailleurs, on m'appelait Madame Boucherie Halal. Alors que j'essayais de montrer à travers la question du halal les logiques normatives qu'il y avait dans l'implantation de ce culte musulman, qui faisait quoi, comment ces normes en fait étaient en train de se transformer au contact du capitalisme, du néolibéralisme. Et si j'ai pu penser le frérisme comme je le fais aujourd'hui en tant que système d'action et m'y retrouver dans tout ce fatras d'informations, de mensonges, de ruses, etc., c'est parce que je me suis intéressée à l'abattage rituel. C'est en allant dans un abattoir, en constatant que ces abatteurs, en réalité, ne faisaient pas du tout un abattage traditionnel, mais avaient complètement inventé leur rite
et que tout le monde avait décidé que c'était un abattage traditionnel, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les vendeurs, bref, l'ensemble du système était dans le mensonge. Et c'est là que j'ai compris comment évoluer ces normes-là. Et c'est le même système aujourd'hui qui continue à travers le hijab, à travers le ramadan aujourd'hui, à travers toutes les revendications. C'est toujours ce même système, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas compatible avec la laïcité, et ça devient quelque chose qui, au contraire, la défend. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait une influenceuse sur Twitter qui explique que la Fédération française de football est anti-laïque parce que justement, elle ne défend pas la laïcité. Donc, tout est complètement renversé et ça, je le vois dès le début, en fait, dès le marché halal. Alors aujourd'hui, ma situation, je sors un bouquin avec une démonstration relativement objective, enfin en tout cas très sourcée, très fondée, sans aucune polémique, sans intention politique particulière, avec quand même l'idée de défendre le fait que notre société est menacée, notre modèle social est menacé. Ça, c'est mon engagement à titre de citoyenne, mais je n'ai rien à défendre d'autre. Et donc, ma démonstration, je pense que Céline, tu as lu mon livre, est relativement, comme celui d'un chercheur au CNRS. Et dès la sortie, ça a commencé à être un petit peu avant même la sortie, en fait. Avant même la sortie du livre, il y avait quand même des résistances. Et puis, je me suis pris, en fait, le noyau frériste dans la figure assez rapidement. Donc, François Burgat, les durs des durs de la tendance frériste qui ont commencé des injures, des calomnies, me comparant à Drummond, des trucs complètement hallucinants. Ma fiche Wikipédia saccagée, donc voilà, et moi disant au CNRS, il me faut la protection fonctionnelle, on ne peut pas laisser dire ça, et un silence absolu, un silence total. On m'a même proposé éventuellement de changer de sujet, hein, si je ne voulais pas d'ennui, de changer de laboratoire, si vraiment c'était si difficile que ça. Quand est tombée la menace de mort, j'ai effectivement écrit à l'ensemble des services qui pouvaient être concernés, éthique, la direction, l'INSHS, la direction des affaires juridiques, tout ce qu'il faut. Je n'ai pas eu une seule réponse. Ce que je trouve intéressant dans la façon dont les frères, j'allais dire, renversent le concept de laïcité, c'est qu'en fait, ils le font avec notre complicité active. Autrement dit, nos propres politiques vont définir la laïcité comme étant une forme de neutralité, ce qu'elle n'est absolument pas dans le sens politique du terme. Dans le sens politique du terme, finalement, la laïcité, c'est le fait de penser la conception d'une société politique comme reposant sur la responsabilité de ses membres. La constitution d'une société politique, c'est un acte de liberté, c'est un acte de raison dans lequel finalement des hommes choisissent au départ, peut-être que la raison la plus basique, c'est pour que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, comment est-ce qu'on délègue une partie de l'étincelle de souveraineté que nous avons pour créer un système dans lequel chacun puisse être protégé, mais ça va au-delà. Il y a un contrat social, donc des valeurs partagées, et bien souvent une façon de se projeter vers l'avenir. Et la laïcité, c'est la façon de faire reposer tout cela sur la raison humaine, sur la capacité des hommes à discuter, à se disputer et à pouvoir se mettre en lien avec l'intérêt général. Ce n'est pas du tout neutre. La laïcité n'est pas une neutralité, même si juridiquement, après, elle va expliquer que finalement, l'État n'a pas à prendre en compte un citoyen en tant que
membre d'une autre communauté, qu'elle soit religieuse, philosophique, que ce soit des différenciations en raison du sexe, etc. C'est en ce sens-là que l'État est neutre, mais il n'est pas neutre dans la manière dont il envisage son rapport au pouvoir, et il n'est absolument pas neutre dans la manière dont une société politique se constitue. Pour se constituer, elle se différencie et elle s'affirme. Le problème, c'est que finalement, aujourd'hui, très peu d'hommes politiques sont capables de tenir ce discours-là. Voilà pourquoi aussi la force de pénétration du frérisme dans notre société est extrêmement forte, parce qu'elle se base aussi sur une absence de résistance qui est liée à une absence de transmission et de regard sur soi-même, de capacité à savoir finalement ce que l'on porte en tant que société politique. La deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante dans tout le travail qu'a fait Florence, c'est qu'effectivement, même si on rentrait par le thème de la boucherie halal, comment est-ce qu'on fait alliance, comment est-ce que les communautés, ou même les tribus ou les familles font alliance? Elles font alliance par la table et par le lit. La première chose qui va nous relier, c'est de partager, par exemple, un repas ensemble. Comment est-ce qu'on partage un repas ensemble quand on porte un jugement sur la nourriture de l'autre? Si l'autre mange une nourriture impure, il est forcément impur. Et l'accueillir à sa table, c'est lui demander de sortir de son impureté primaire en acceptant d'aller manger quelque chose qui lui est servi par des gens qui sont purs. Mais assez rapidement, en règle générale, on arrête de partager des repas. De la même manière, l'alliance principale, elle se fait par le lit, autrement dit par l'alliance matrimoniale. Or, par exemple, ce qu'on a pu voir, je me souviens de l'époque où moi, plus jeune, on nous disait « mais c'est génial, regardez le nombre de mariages mixtes en France », jusqu'au jour où on se rend compte que ces mariages mixtes sont en fait le mariage d'un Français, mais d'origine maghrébine, ou en tout cas L'étranger. voilà, et de peu de temps, avec une femme qu'il va chercher au pays. Pourquoi? Parce que, y compris les femmes de sa communauté d'origine, étant en France, sont quand même plutôt des putes qu'autre chose. Parce que c'est aussi basique que ça. Non seulement le regard qui est porté, mais le verbal qui est émis. Et je vous raconte ça parce que moi, en tant que politique à l'époque, en 2012, je dois faire une campagne électorale en tant que suppléante d'un député. Et je me souviens très bien de la manière dont ça se passait, parce que, soyons clairs, on faisait des campagnes qui étaient parfaitement clientélistes, dans lesquelles on allait voir des communautés constituées, des chefs de communautés constituées, avec lesquels on dealait. La première chose, c'est que ces deals ne sont absolument pas politiques. Les gens ne prennent même pas la peine d'essayer de justifier un positionnement à gauche ou à droite. En l'occurrence, moi j'étais au PS à l'époque. Non, le deal, il est très clair, c'est qu'est-ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu fais pour ma communauté, et assez rapidement, ce sont des deals de marchands de tapis. C'est la construction de la mosquée, l'agrandissement de la mosquée, mais aussi, ce qu'on oublie souvent, le soutien à des activités permettant de faire des rapatriements de corps, notamment vers le Maghreb, l'organisation de pèlerinages à la Mecque, etc. Et que très souvent, les intermédiaires entre les politiques et les communautés sont des hommes qui, de par leur activité, sont entre le politique et le religieux. Ils ne sont pas forcément directement imams, mais ils sont intéressés à. Et dans cette logique, il y avait un lien qui se faisait très facilement, qui était le lien par le racisme. À l'époque, la gauche avait déjà, dans l'exercice du pouvoir, énormément de difficultés à se distinguer de la droite, et avait donc investi complètement le champ sociétal pour pouvoir continuer à porter une dimension un petit peu différente. Et son héritage, c'était la guerre d'Algérie. Tous ceux qui, à l'époque, étaient puissants au sein du Parti socialiste avaient souvent
fait leur classe en tant que porteurs de valises, ayant combattu à l'époque l'État français dans un cadre de décolonisation. Et c'est assez complexe d'avoir réussi à acquérir une position de pouvoir en tirant à boulet rouge, même si certaines critiques étaient tout à fait légitimes, contre votre propre pays et sa propre histoire. Ça laisse forcément des marques. Et tout le discours que l'on tenait à l'époque à une partie de cette population, c'était de leur dire: «Vous êtes des victimes, vous êtes victimes d'un racisme systémique, on ne vous laissera pas votre place si vous ne la prenez pas». Et c'est un discours qui rencontrait complètement le discours qui était tenu par les frères musulmans, le discours qui était tenu à la mosquée, et c'était le discours que tient aujourd'hui, hem, Jean-Luc Mélenchon, j'allais dire la dimension violente en moins. Aujourd'hui, en plus, dans ce discours, on a légitimé l'usage de la violence, comme étant, non pas parce qu'on habille quand même les formes, pas comme étant, désirable en soi, mais comme étant la seule réponse possible à une oppression à la fois systémique et niée. Et on retombe là-dessus, complètement sur, l'analyse que fait Florence, justement de la stratégie de ses frères musulmans en milieu européen. Et c'est aussi, par ce biais-là, qu'elle va, par le biais de la culpabilisation, qu'elle va aussi réussir, en partie son entrée auprès des communautés européennes. Quand tu dis le discours victimaire de la gauche rencontre celui des frères, moi je suis en train de me demander si c'est pas si le discours victimaire n'a pas été c'est le premier mouvement décolonial, hein, le frérisme. Donc je pense que la gauche s'est appuyée sur le discours victimaire des frères plutôt que de l'a rencontré. Enfin, c'est une hypothèse, mais je me demande s'il ne faudrait pas creuser ça. Non, c'est tout à fait possible parce que, à l'époque, en fait, les grandes références, dans les années, alors je parle moi des années 90-2000, c'est Foucault, et quand on lit ce qui se passe au moment, de la révolution iranienne, on retrouve exactement les mêmes structures dans le lien entre, qui va se faire entre une gauche communiste, en Iran et les mouvements islamistes. Ce qui peut être extrêmement étonnant, c'est que, les islamistes ont fait la peau, de leurs alliés de gauche avec une efficacité et une absence de remords et une rapidité, extrêmement forte, ce qui n'a pas pu ne pas être remarqué par les mouvements de gauche, et c'est comme si, cet aspect-là des choses, n'avait jamais atteint les consciences. C'est extrêmement étonnant. Merci, merci donc à Céline et à Florence. Je crois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Eh ben, La plupart des commentaires sont des félicitations à vous deux.